Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Nadia Twill. 30 décembre 2012, dans une rue de Bondy, en région parisienne. Au petit matin, des passants découvrent avec horreur une femme gisant dans une mare de sang. Défigurée, avec d'énormes plaies sur le crâne, elle semble morte. Pourtant, elle respire encore. Nadia Twill, c'est son nom, s'accroche à la vie. De leur côté, les enquêteurs sont perplexes. Plus ils interrogent l'entourage de cette mère de famille, plus ils se rendent compte que les suspects sont nombreux. Alors, était-elle simplement au mauvais endroit au mauvais moment? Ou bien cette agression est-elle plus personnelle? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. « 30 décembre 2012, 5h moins le quart du matin. Une femme referme sans bruit la porte de sa maison. C'est un dimanche, et à cette heure de la nuit, les rues sont désertes. Elle marche d'un pas décidé. « 5h07, soit 18 minutes plus tard, dans une rue isolée, un riverain entend des plaintes et des gémissements sous ses fenêtres. Sur le trottoir, la femme est allongée, inconsciente, baignant dans une mare de sang. Elle a le crâne défoncé. À première vue, elle semble morte. Ce dimanche matin, veille du jour de l'an, est le point de départ d'un des faits divers les plus surprenants de l'histoire criminelle de ces 20 dernières années. Nous sommes à 18 km de Paris, dans la zone pavillonnaire de Bondy. C'est ici que vivent Nadia et son mari, Ménoir, mariés depuis 30 ans, ainsi que leurs 3 enfants. Le quartier où vit la famille Twill, c'est plutôt un quartier résidentiel. Virginie Marquez, avocat des parties civiles. Une maison tranquille, avec un voisinage tranquille, calme. C'est pas la cité, ce sont pas les beaux quartiers non plus. Frédéric Beaufils, avocat de la défense. C'est un petit pavillon de banlieue parisienne. Vu de l'extérieur, cette famille est normale. Il y a un père, une mère, 3 enfants. Ce sont des gens qui sont en apparence sans histoire particulière, qui entretiennent des relations normales avec le voisinage. Dans le quartier, c'est les gens qui font pas de bruit, quoi. Chez les Twill, le pilier s'appelle Nadia. Elle a 53 ans et c'est la mère de famille. Une femme exemplaire qui ne ménage pas sa peine pour assurer le confort de son foyer. Chaque matin, avant le lever du jour, Nadia quitte sans bruit la maison alors que tout le monde dort encore. Elle est la seule à travailler alors qu'ils sont 4 à la maison. Les enfants sont scolarisés. Monsieur est à la maison, mais parce que effectivement, il a déjà un âge avancé, il a travaillé. Ça fait quand même 30 ans, alors qu'elle est pas loin de la retraite, qu'elle se lève tous les matins à 5 heures pour tenir la caisse d'un supermarché. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Elle a même comme principe depuis quelques années, finalement, de ne plus dormir dans le lit conjugal, mais dans la cuisine, pour ne pas finalement déranger la vie des autres. Donc c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui veut que les choses se passent bien. Frédéric Guimelchin, avocat des parties civiles. Que ses enfants aient ce dont ils ont besoin. C'est une mère aimante. Depuis 30 ans, elle partage son existence avec Ménoir, 66 ans, un homme dynamique et très agréable selon son entourage. Il est sympathique parce qu'il est très abordable, on peut discuter de tout avec lui. Salim El Eitaremi, avocat de la défense. Il est même marrant, il est plutôt simple. Et alors il se promène en vélo aussi. Un type sympa. Il a des occupations, le jardin, il entretient la maison.
Il répare à droite à gauche un petit peu tout ce qui peut être défectueux. Et puis, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui s'entretient énormément. Ménoir est un jeune retraité comblé, car il s'est très bien débrouillé dans sa vie professionnelle. C'est un ancien carrossier automobile qui finalement a réussi à avoir un peu d'argent à un moment donné et s'est mis à faire de l'immobilier. Et il a toujours fait de très très bonnes affaires immobilières. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été un peu à l'abri de l'argent. Une famille tranquille donc, sans problème particulier, jusqu'à cette veille de jour de l'an 2013 où son destin bascule. C'est un dimanche. Nadia est de service à la caisse de son supermarché. Elle tient à continuer à travailler. Pour elle, c'est très important. Mais cette fois, elle n'arrivera jamais à son poste. On est en plein pendant les vacances de Noël 2012 et donc le 30 décembre, elle part comme tous les jours. Aux alentours de 4h30, 4h40, elle ferme la porte de leur maison du pavillon de Bangui pour aller prendre le premier train de banlieue. Quelques minutes après le départ de Nadia, aux abords de la gare de Bondy, plusieurs habitants de la rue Rudyard Kipling se réveillent en sursaut. Il est 5h du matin, il va y avoir 3 témoins qui vont entendre un cri. Et comme des bruits de lutte. Il y a quelqu'un qui va découvrir un corps au sol. Bon, il y a du sang, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave, c'est évident. Cette femme qui vient de hurler dans la nuit, c'est Nadia, la pauvre mère de famille gîte inanimée sur le sol. Elle est comme morte. Elle baigne dans son sang. C'est quelqu'un qui a été violemment agressé, manifestement avec une arme, peut-être une batte de baseball, une hache ou voilà quelque chose qui a occasionné de graves blessures au point que physiquement, effectivement, au niveau du visage, on se posait la question de savoir si c'était un homme ou une femme. C'était des coups extrêmement violents. Sylvie Pence, avocat général. Portés sur la tête, des coups destinés à tuer. Le passant qui la découvre ose à peine s'approcher de ce qui semble être un cadavre. Immédiatement, les riverains appellent les pompiers et quelques minutes plus tard, ils sont sur place. Mais pour les témoins présents, il est sûrement déjà trop tard. Miraculeusement, il reste encore un souffle de vie. Ce qui paraît incroyable vu l'état de la personne au sol. Tout le monde pense qu'elle va pas s'en sortir. Ah ben le pronostic vital est engagé. Sur place, les enquêteurs procèdent aux premières constatations pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Les toutes premières investigations commencent. Le sac à main de la victime a disparu, son téléphone, son passe Navigo également ont disparu. Ce qui, immédiatement, évidemment, leur fait penser à un crime de rôdeur. Pour les policiers, cela ressemble à une agression crapuleuse, le genre de fait divers qui n'est pas rare dans le quartier. D'habitude, les vols avec violence se limitent à quelques coups de poing, mais cette fois, la victime se retrouve entre la vie et la mort. L'enquête, qui s'annonce banale, va basculer dans une affaire criminelle hors norme. Tout commence par l'identification de la victime, toujours dans le coma. Seulement voilà, elle n'a plus ni sac à main, ni portefeuille. Mais ce jour-là, les policiers ont de la chance. Grâce à la fouille, on va l'identifier par un bon d'achat sur lequel il y a son nom, Nadia Twill. Une habitante du quartier. Reste aux policiers à s'acquitter d'une mission difficile, prévenir la famille du drame qui vient de se jouer. On va se rendre au domicile de Nadia Twill. Frédéric Beaufils, avocat de la défense. On va envoyer un équipage de la BAC de nuit qui va sonner. Et là,
Il va y avoir un peu de temps, parce que évidemment c'est une famille endormie. Le premier à ouvrir la porte, c'est le mari de Nadia, Ménoir. On va lui expliquer que c'est la police, qu'il s'est passé quelque chose, que son épouse a été agressée. Ménoir semble tétanisé par la nouvelle. Sous le choc, il ne dit rien. Visiblement, il a du mal à encaisser le coup. La réaction de Ménoir Twill lorsqu'il apprend l'agression de son épouse, j'ai envie de dire qu'il a une attitude, alors déjà de quelqu'un qui vient de se réveiller, qui est pris au saut du lit, et puis qui apprend que son épouse est entre la vie et la mort. Réveillés en sursaut, Ménoir et son fils n'en croient pas leurs oreilles. Nadia est à l'article de la mort. Immédiatement, les policiers commencent leur enquête. Ils vont également tomber donc sur le fils aîné de Ménoir Twill, qui va venir également indiquer que tout le monde dormait et qu'ils ont été réveillés par, je crois, les aboiements du chien, lui-même réveillé par les coups de sonnette des fonctionnaires de police. Pour les enquêteurs, l'hypothèse de l'agression pour vol se confirme, car ils apprennent que depuis plusieurs semaines, Nadia s'inquiétait pour sa sécurité. Elle avait croisé une bande de délinquants. Le père comme le fils vont aussi raconter aux enquêteurs, mais vous savez, elle s'était plainte plusieurs fois d'avoir été embêtée sur son chemin le matin par une nouvelle bande. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Précisément à l'endroit où la violente agression a eu lieu. Ce témoignage sur cette éventuelle présence de bande un peu violente, corroborée avec l'absence de carte bleue, ça fait tilt immédiatement. Au petit matin, les policiers sont donc à la recherche d'une bande de petits voyous qu'ils espèrent bien coincer dès qu'ils se mettront à utiliser la carte bancaire de Nadia. Il est à peine 7h ou 8h du matin, tout le dispositif est déjà en place pour identifier l'éventuel meurtrier. La carte bleue est immédiatement mise sous surveillance par le centre interbancaire. Dès qu'elle sera utilisée, les enquêteurs le sauront dans la seconde. Mais les enquêteurs n'ont pas que la carte bleue. Ils disposent aussi de deux choses. Ils disposent du pass Navigo et du téléphone portable. Et ces éléments aussi, ils vont les mettre sous surveillance. Et ils vont attendre. Les policiers doivent compléter leur dossier. Il faut rédiger un rapport. Et alors qu'ils entrent toutes les données de cette affaire dans l'ordinateur de la brigade, ils ont une grosse surprise. Le nom de Nadia Twill existe déjà dans leur fichier. Et elle aurait déjà été agressée. Mais pas par des rôdeurs. Les policiers mettent à jour un lourd secret familial. On s'aperçoit qu'elle est connue en tant que victime de faits de violence commis par l'un de ses fils sur sa personne. Le fils en question, c'est Damien. Et le soir de l'agression, il n'était pas au pavillon familial. Alors, aurait-il récidivé? Qui est donc ce jeune qui s'en prend ainsi à sa mère? C'est un jeune qui, à l'époque, flirte avec la délinquance, qui commence à être connu de la juridiction de Bobigny. Et c'est le frère de Damien, Fabien, qui explique alors aux policiers que, derrière les apparences tranquilles d'une famille sans histoire, se cache en réalité un climat de grande tension, à tel point que Nadia s'était rendue plusieurs fois au commissariat pour signaler les agissements de son fils. Il va dire, écoutez, il faut que vous sachiez une chose dans la famille, c'est que ma mère est très fâchée avec mon frère. Ils ont eu un problème, mon frère a été violent à une époque, si bien qu'il a dû être placé pour des actes de violence sur sa mère. Damien Twill est donc un jeune homme en proie à des crises de colère qui n'épargne pas sa mère Nadia. Un élément important pour les policiers.
La première piste que vont explorer les policiers, c'est celle-là. Frédéric Guimelchin, avocat des parties civiles. C'est de se demander si par extraordinaire, ce serait pas son fils qui serait l'auteur de cette grande violence à l'encontre de sa mère. Ça va être la première piste de l'enquête, savoir où se trouve le fils à ce moment-là. Ménoir, le père de famille, explique aux policiers que Damien a été placé dans un centre fermé pour adolescents difficiles et que, en théorie, il y est toujours. Or, ce centre se trouve près d'Orléans, à 140 km de Bondy, soit à 2h30 de route du lieu du drame. Les policiers s'interrogent. Premier coup de fil est finalement pour cette institution. Et le responsable dit, écoutez, moi, j'ai une certitude, c'est que la veille au soir à 22h, il était présent. Donc, je le vois mal sortir, faire un aller-retour d'Orléans jusqu'à Bondy, revenir, ça n'a pas l'air de tenir. Ça n'a pas l'air de tenir, effectivement, mais ça n'est pas irréalisable. Comment s'assurer que Damien était bien à Orléans et pas à Bondy cette nuit-là? Les investigations continuent et les policiers font mouche. Les policiers vont se rendre compte qu'il y a une caméra Sylvie Pence, avocat général. de vidéosurveillance d'une maison de retraite qui a été à même de filmer une personne. L'agresseur a peut-être été filmé et il y aurait moyen de vérifier s'il s'agit de Damien. Immédiatement, les enquêteurs se précipitent à la maison de retraite. Ils saisissent les bandes vidéo. Et voici les images qu'ils en extraient. Elles sont impressionnantes. On y voit en effet une première personne seule. On va l'identifier comme étant Nadia, qui sur le trottoir de gauche chemine à 4h47, 5h12 vers le RER qu'elle va prendre pour aller prendre son travail. Et 4, 5, 6 minutes plus tard, mais pas plus, on voit un vélo passer à toute allure dans le sens contraire. Qui peut bien être ce mystérieux cycliste? Juste un témoin ou plutôt l'agresseur? Les policiers examinent la photo de plus près. C'est une image furtive, fugace. C'est pas une vidéosurveillance de très grande qualité. On va s'apercevoir, sur la base de ces photos, Frédéric Beaufils, avocat de la défense. que l'on ne voit pas grand-chose, pour ne pas dire rien, si ce n'est assurément un vélo, manifestement une ombre, et donc, par définition, quelqu'un qui fait du vélo. Une seule chose est certaine, le cycliste n'a ni la carrure, ni la morphologie de Damien, le fils de la famille. D'ailleurs, son alibi est confirmé par des témoins à Orléans. Ce point est rapidement vérifié, et cette piste est totalement écartée. 48 heures après l'agression, l'enquête semble s'enliser. Car après la piste Damien, reste l'hypothèse de la bande de voleurs, mais elle ne va rien donner. Ce qui, quand même, au bout de 48 heures, inquiète terriblement les enquêteurs, c'est que la carte bleue, le téléphone portable et le pass Navigo, au bout de 48 heures, n'ont toujours pas été utilisés. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc, crime de rôdeur, je veux bien, mais ne pas utiliser la carte bleue commence finalement à raconter peut-être une toute autre histoire. Il faut aller chercher ailleurs. Les policiers sont dans une impasse. La scène de crime ne fournit aucun indice matériel, la vidéo est inexploitable, la carte bancaire volée n'est pas utilisée, et la victime est toujours plongée dans un coma profond. D'autant que les constatations médicales sur la victime font état de coups extrêmement violents, d'un acharnement sans nom, avec plusieurs coups de hache, comme si on en voulait personnellement à Nadia. Pour les enquêteurs, quelque chose ne tourne pas rond. Et ce n'est pas tout. Un ultime rebondissement va confirmer leurs soupçons et les plonger dans un dossier criminel hors norme.
Au commissariat, il se penche sur la personnalité de Ménoir, le mari de Nadia, et ils mettent la main sur un passé judiciaire très fourni. Quand les enquêteurs tombent sur son casier, ils disent « Waouh !» Ce nom va ressortir des fichiers de police, cette fois-ci en qualité d'auteur, pour une histoire qui a eu lieu 20 ans auparavant. Le type a quand même été condamné à 20 ans de prison. On est au-delà de la surprise. C'est un élément qui va bouleverser totalement l'enquête. Et là, il faut replonger dans le passé de Ménoir et on n'est plus du tout sur la même histoire. Ménoir Twill, un repris de justice qui a déjà été condamné à 20 ans de prison. Les policiers recherchent le motif de cette condamnation et ils découvrent qu'il a été reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Une terrifiante histoire qui s'est déroulée 30 ans plus tôt, en 1981. Les enquêteurs vont découvrir que Ménoir Twill était inquiété parce que la personne avec qui il vivait a disparu du jour au lendemain. Tout s'est joué dans le centre de Paris. Ménoir file alors le parfait amour avec Jean-Claude Maire, un jeune styliste de 27 ans. Il va faire une rencontre aussi étonnante que déterminante, puisqu'il va tomber sur Jean-Claude. Il s'avère que ce monsieur Jean-Claude était lui clairement homosexuel. Frédéric Guimelchin, avocat des parties civiles. Et surtout qu'il était en phase de transformation de genre, puisqu'il s'apprêtait à devenir une femme. Et entre Ménoir et Jean-Claude, c'est une sorte de coup de foudre. Tous les témoins de l'époque vont le dire, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour pas banale, car Ménoir accompagne le changement de genre de son compagnon Jean-Claude. Tout se passe très bien, mais en 1981, ce couple qui vit depuis 13 ans un amour sans nuage connaît soudainement des difficultés. Entre les deux amants, l'ambiance s'est nettement dégradée. À un moment donné, Jean-Claude se lasse un peu de Ménoir, parce que Jean-Claude travaille, c'est lui qui nourrit le foyer. Là, il commence à y avoir des problèmes. Ménoir est de plus en plus dur. Et il pique le blé, il pique le fric de Jean-Claude. Jean-Claude n'a quasiment plus rien. Et tout l'argent va à Ménoir. Et ce n'est pas tout. À cette même période, le chemin de Ménoir croise celui d'une jeune femme très à son goût. Parallèlement au fait qu'effectivement il vit avec cette personne, il va faire la connaissance de Nadia. La jeune femme n'a que 18 ans et elle connaît peu de monde à Paris. Ménoir, de 15 ans son aîné, se montre alors sous son meilleur jour. Là, elle le rencontre au puce. Il travaille, il connaît des gens très, très importants, qui connaît tout le monde au puce, qui restaure des objets. En tous les cas, il se montre beau. La jeune fille est sous le charme. Et si Ménoir lui explique qu'il vit avec quelqu'un, il ajoute que c'est une histoire terminée. Cette personne va partir vivre ailleurs. Nadia n'en saura pas plus. On est le 13 avril 1981. Pour la première fois, Ménoir et Nadia vont coucher ensemble. Et dès le lendemain, c'est la disparition de Jean-Claude. Jean-Claude va totalement disparaître. À Bondy, les policiers continuent de découvrir l'étonnant parcours de Ménoir. Jean-Claude disparu, Ménoir et Nadia filent le parfait amour, à tel point que le 22 juin 1981, un mois après leur rencontre, Ménoir épouse Nadia pour le meilleur et pour le pire. Alors que les tourtereaux sont en pleine lune de miel, un rebondissement tragique vient ternir leur belle histoire. Début septembre 1981, des employés municipaux qui travaillent dans le bois de Vincennes, aux portes de Paris, font une macabre découverte. Un cadavre,
affreusement démembré et décapité, celui de Jean-Claude. La tête étant retrouvée dans un puits au fond de la Seine-et-Marne Frédéric Beaufils, avocat de la défense. par 2 enfants qui jouaient au football et qui venaient d'en faire tomber le ballon pour aller récupérer et qui sont tombés sur cette tête-là, qui permettra d'identifier la personne qui a effectivement disparu et qui vivait avec Mainoir Twill. Une enquête démarre aussitôt sur ce meurtre et logiquement, les policiers s'intéressent à la dernière personne qui a vu la victime vivante, Mainoir Twill, son compagnon au moment de sa disparition. Et ils découvrent que le couple ne s'entendait plus du tout. Pour les policiers, Mainoir avait donc un mobile. D'abord, c'est les voisins qui vont dire qu'il y avait de plus en plus de scènes de ménage. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et surtout, Jean-Claude a raconté à de nombreuses personnes que il voulait se séparer. Les enquêteurs privilégient la piste du crime passionnel. Selon eux, Mainoir n'aurait pas accepté que Jean-Claude le quitte. Mainoir Twill s'était débarrassé de Jean-Claude Maire parce qu'il avait l'intention de partir. On va pas mettre longtemps à comprendre que s'il y a un meurtrier possible, c'est Mainoir. Pour sa défense, Mainoir affirme avoir un alibi. Mais rapidement, les policiers se rendent compte que cet alibi ne tient pas. Mainoir est alors interpellé et placé en garde à vue. Même s'il clame son innocence, il est mis en examen. Tout l'accable en effet. Pourtant, il reste une personne qui s'obstine à le croire. Cette personne, c'est Nadia, toujours follement amoureuse de ce beau garçon. Elle va témoigner en sa faveur, mais elle va expliquer également que tous ceux qui mettent en cause Mainoir Twill dans cette affaire sont des fous. Il sera condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Pour la justice, l'affaire est réglée. Mainoir est un meurtrier. Mais pour Nadia, les choses ne sont pas aussi simples. Elle croit aveuglément son mari et elle est persuadée qu'il fait les frais d'une dramatique erreur judiciaire. Nadia va passer 12 années de sa vie Sylvie Pence, avocat général. au parloir à soulager, soutenir, rassurer, réconforter Mainoir Twill. Il va faire 13 années de détention et à la sortie, elle l'attendra et elle fera sa vie avec Mainoir Twill, avec la volonté de construire une famille et d'avoir des enfants. À Bondy, les policiers qui découvrent aujourd'hui le parcours de Mainoir Twill se rendent compte qu'ils sont tombés sur un personnage hors du commun. Et en déroulant la suite de son histoire, ils vont s'apercevoir que cet ancien condamné leur réserve encore bien des surprises. À sa sortie de prison, Mainoir Twill donne l'impression d'avoir vraiment changé. Il fonde avec Nadia un foyer très harmonieux. Elle est plutôt réservée, elle a visiblement jamais eu d'amoureux. Frédéric Guimelchin, avocat des parties civiles. Et lui est très assidu et a très envie de construire quelque chose avec elle. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle le ressent et c'est comme ça qu'au final, les choses se passent. Finalement, cette très très belle histoire d'amour, c'est la belle histoire qui continue quelque part. Et leur joie est immense lorsqu'en 1994 naît le petit Fabien, l'enfant du bonheur. Puis ils sont comblés avec l'arrivée de leur petite fille Fanny. Ils voulaient aussi un 3e enfant et en 1997, leur vœu est exaucé avec le petit dernier. Aux yeux de la justice, Mainoir Twill a payé sa dette. Mais une nouvelle fois, sa vie va être totalement bouleversée. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur ce plateau d'auto. Ce soir de 2005, Mainoir est devant sa télévision. C'est un joueur régulier du loto.
Il regarde distraitement tomber les boules et il n'en croit pas ses yeux. Il a coché les numéros gagnants. On est chez des anciens gros gagnants du loto. Et surtout, ils vont gagner le gros lot, qui est un lot conséquent, environ 434 000 euros à l'époque. 434 000 euros. La famille Twill est aux anges. Les années noires semblent derrière eux et leur avenir s'annonce radieux. Ça leur permet d'accéder à la propriété, ce qu'ils auraient probablement jamais pu faire s'ils n'avaient pas eu ce gain. Un gros lot en poche, une jolie maison en banlieue et un foyer qui baigne dans la joie. Si Nadia profite pleinement de ce bonheur les premières années, les enquêteurs découvrent qu'au fil du temps, des tensions apparaissent. Cette famille va s'avérer beaucoup plus compliquée que l'on ne pensait. C'est vrai que Ménoir, pour ceux qui le connaissent, a un côté un peu macho, chef de famille à l'ancienne, quoi. Il y a bien évidemment le fils qui est placé. Il y a aussi cette fille qui, depuis des années, est en conflit avec son père, au point d'avoir demandé son placement. C'est quand même assez étonnant. En fait, Ménoir Twill veut que tout le monde lui obéisse au doigt et à l'œil. Les disputes se multiplient au sein du foyer. Fanny, la fille de Ménoir Twill et de Nadia, elle va parler de violence. Elle va être assez prolixe sur le climat de terreur que faisait régner Ménoir à la maison et sur l'emprise qu'il avait sur sa femme. Je perçois qu'il n'y a plus de vie commune entre les époux et qu'ils ne partagent plus rien. Salim El Eitaremi, avocat de la défense. Ce sont pour moi deux colocataires. Et un détail qui est assez significatif, il m'explique que ça fait au moins une quinzaine d'années ou plus qu'il ne mange plus la nourriture de sa femme. Il se prépare ses propres repas. Ménoir Twill, c'est quelqu'un d'oisif, il est très soucieux de sa personne, il a des maîtresses. Et je pense que Nadia l'a senti. Nadia était prête à accepter beaucoup de choses de la part de son mari, mais pas qu'il la trompe. Pour elle, l'histoire d'amour est terminée. Elle va trouver le courage d'engager une procédure de divorce. Elle va aller jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. L'ordonnance de non-conciliation va attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame Twill. Et Monsieur Twill a, de mémoire, 3 mois pour quitter le domicile. Quelques jours après l'agression de Nadia, alors que l'enquête s'enlisait, les policiers ont désormais un suspect et un mobile. Ménoir Twill aurait pu vouloir tuer Nadia parce qu'elle exigeait le divorce, avec à la clé le partage de tout le patrimoine du couple, acquis grâce au loto. Les enquêteurs décident de le placer discrètement sous surveillance. Mais un événement inattendu les prend de court. Au final, Ménoir Twill n'a peut-être rien à voir dans toute cette histoire. Paris, hôpital de la Salpêtrière, 15 janvier 2013. Nadia est en coma profond. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Le pronostic vital, 15 jours après, est toujours engagé. Donc, le seul espoir de faire rebondir l'enquête, c'est que par miracle, elle survive. Et à 7h15, le miracle se produit. Nadia va sortir du coma. Les enfants n'en reviennent pas. Fabien est à son chevet lorsqu'elle reprend connaissance. Elle est encore très choquée. Mais elle a la force de faire une révélation capitale pour l'enquête. Elle a vu ses agresseurs. Et Nadia Twill va évoquer spontanément, lors d'une discussion avec son fils, Frédéric Beaufils, avocat de la défense.
Le fait qu'elle a été agressée par une ou plusieurs personnes qu'elle identifie comme étant de la communauté sri-lankaise. C'est donc bien une bande de voyous qui aurait attaqué Nadia. Vraisemblablement, ce petit groupe d'agresseurs qu'elle avait repéré depuis quelques jours. Les enquêteurs se précipitent à son chevet pour en savoir plus. Mais il est trop tard. Nadia retombe dans le coma. Et on ne sait pas combien de temps elle va y rester. Alors les policiers se lancent à la poursuite de ces mystérieux Sri-Lankais. Pendant plusieurs jours, tout le voisinage va être passé au crible. On sait qu'on doit rechercher ces gens-là. A priori, rien de bien compliqué, car la communauté sri-lankaise n'est pas très nombreuse dans le département. Mais après plusieurs jours de recherche, il faut se rendre à l'évidence. On ne trouvera rien du tout, que ce soit l'exploitation de la vidéosurveillance, que ce soit en termes d'enquête de voisinage, et personne ne permettra de faire avancer cette piste-là. Retour à la case départ pour les policiers qui se remettent sur la seule piste qu'ils ont identifiée, celle de Ménoir. En analysant ses appels téléphoniques le jour de l'agression de sa femme, ils vont faire une nouvelle découverte assez déconcertante. Le jour des faits, le jour où on découvre sa femme, Sylvie Pence, avocat général. c'est à 6h du matin et je crois qu'un des premiers coups de fil que Ménoir Twill passe, c'est à un voyant ou une voyante. La téléphonie de Ménoir va faire totalement basculer l'enquête, parce qu'on va découvrir que cet homme est totalement accro à la voyance. Donc les policiers se sont intéressés aux voyants, aux voyantes et les ont entendus pour savoir pour quelle raison est-ce que Ménoir allait voir ces gens-là. Ce n'est pas 2 ou 3 voyants que Ménoir consulte régulièrement, mais une bonne douzaine. Et parmi ceux qu'il voit le plus souvent, il y a Brigitte. Avec 30 ans de métier, cette femme est connue dans tout le département. C'était un bel homme. Brigitte Morel, voyante. Il posait bien. Ah, j'avais de très très bons rapports avec lui. Il a toujours été très très correct. Et l'audition de cette voyante fait rebondir l'enquête de façon étonnante. Car ce qu'elle révèle est à peine croyable. Ménoir était obsédé par ce qui pouvait arriver à sa femme, Nadia. Il voulait savoir si cette femme allait décéder. C'était que sa question. Le reste ne l'intéressait pas. Son idée était là, qu'elle allait décéder d'une mort normale, enfin d'un cancer, et il souhaitait quelque part d'être veuf, hein. Bah oui. J'ai rarement rencontré des gens qui voulaient que leur femme soit malade comme ça, quoi. Moi, je lui disais, de toute façon, elle va pas mourir. On meurt tous, mais elle va pas mourir. Franchement, elle va pas mourir. Ménoir voudrait que Brigitte lui prédise la mort de sa femme. Mais la voyante n'annonce rien de tout cela. Alors son client s'énerve. Bah, quand il a compris qu'elle allait pas mourir de maladie, ça, il s'est fâché pour ça. Ah, il se fâchait quand je lui disais qu'elle va pas mourir. Il est plus venu me voir le jour où j'ai dit, de toute façon, elle ne mourra pas. Ah, c'est la vérité. La preuve, elle est pas morte. À ce stade de l'enquête, les policiers commencent à accumuler des indices contre Ménoir, mais toujours aucune preuve tangible contre lui. Alors pour tenter d'en découvrir plus, ils perquisitionnent le pavillon du couple. Ils vont être amenés à faire une perquisition au domicile familial. On va passer toute la maison, au Blue Star, les lavabos, la machine à laver, les vêtements. On va aller dans le garage pour s'intéresser aussi aux outils, à l'établi. Aucune réaction. Mais dans le garage, ils découvrent un élément intéressant. Ils vont trouver un vélo. On va vérifier si son vélo n'est pas celui de la vidéosurveillance. Ils vont faire des prélèvements, etc. Et ces expertises ne vont rien donner. On ne va pas retrouver de traces de sang. Bref,
le vélo ne parle pas. L'enquête est à nouveau au point mort. Il ne reste donc aux policiers qu'une dernière carte, entendre Fanny, la seule des 3 enfants qu'ils n'ont pas encore auditionnée. Fanny, quand elle est au commissariat, elle a cette question qu'elle pose aux policiers, de savoir, est-ce que vous savez où était mon père au moment des faits? Virginie Marquez, avocate des parties civiles. Les policiers lui demandent pourquoi vous posez cette question, et elle dit parce que y a que lui qui est capable de faire une chose pareille. Il a toujours dit qu'il tuerait ma mère, il a menacé à plusieurs reprises de la tuer, et donc je suis sûre que c'est lui. Des menaces de mort. Pour en avoir le cœur net, les policiers décident de montrer la vidéosurveillance à Fanny. Instantanément, Fanny, sa réaction quand elle voit cet extrait de vidéo, c'est de dire « c'est mon père, je le reconnais, c'est la posture qu'il a sur son vélo, c'est-à-dire qu'il a toujours la selle plus haute que le guidon, donc elle le reconnaît formellement, et elle ajoute « il a un vêtement, une doudoune, je crois, kaki, je la reconnais, je suis sûre que c'est lui, c'est mon père, j'en ai aucun doute. » Ce témoignage catégorique pourrait faire basculer l'enquête. Mais un autre, encore plus inattendu, va faire l'effet d'une bombe. « 26 jours après l'agression de Nadia, l'hôpital appelle en urgence les hommes de la PJ. » Alors Nadia se réveille. Contre toute attente, et alors que le pronostic des médecins était extrêmement défavorable. Sylvie Pence, avocat général. Au bout de quelques longues semaines, Nadia Twill est audible par les policiers, donc les policiers vont évidemment entendre Nadia Twill sur son lit d'hôpital. Nadia Twill est une miraculée. Elle revient de très loin. Et pour la première fois, elle a accepté de raconter son incroyable histoire devant une caméra. Je me réveille après mon coma. C'est vrai, quand ils viennent après m'interroger, je vois beaucoup de monde et tout autour de moi. Nadia Twill, victime. Ça commençait un petit peu à revenir ma mémoire un peu. Et ce qu'elle raconte aux enquêteurs fait froid dans le dos. Une policière va se rendre au chevet de Nadia. Frédéric Beaufils, avocat de la défense. Et va commencer à lui poser des questions sur le point de savoir si elle a une idée ou si elle a des choses à dire. Elle va mettre en cause de façon formelle son mari et elle va expliquer qu'elle a été frappée par lui. Mais alors, pourquoi a-t-elle accusé des Sri Lankais? Nadia ne s'en souvient pas. Selon les médecins, elle délirait lors de son premier réveil. Mais cette fois, elle a recouvré tous ses esprits. Immédiatement, les policiers passent à l'action. Direction, la maison de Ménoir. Les fonctionnaires de police vont procéder donc à son interpellation. Face aux enquêteurs, Ménoir clame son innocence. Le matin de l'agression, dit-il, il dormait à point fermé. Mais les policiers lui opposent une toute autre version, très détaillée, celle de Nadia. Elle leur a tout raconté. Le jour de l'agression, je pars de chez moi à 4h45. Et le dimanche, il y a personne. J'entends un bruit, donc moi je me retourne et je le vois sur le vélo. Ça m'a surpris, je dis qu'est-ce que tu fais là? Il me dit oui, tu m'as appelé, je suis venu. Je dis je t'ai appelé, je dis moi je t'appelle pas, pourquoi je t'appelle? Je dis t'as qu'à partir. Hein. Et je le vois en face de moi. Poser le vélo. Il m'a dit oui, tu vas voir ce que tu m'as fait, tu vas voir. Il m'a frappé le premier coup ici. Là. Je fais comme ça avec ma main, je vois le sang. Déjà, ça m'a fait mal. Et en plus, je vois le sang. J'ai eu très peur. Je commençais, moi, à courir. Essayer à aller à la première maison qu'elle était devant moi pour sonner. Pour sonner, si quelqu'un il va sortir.
Et finalement, je pense que, parce qu'après, j'ai eu certainement un deuxième coup, parce que j'ai perdu connaissance. Donc après, j'ai pas vu ce qu'il m'a fait après. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Ce que Nadia ne peut pas raconter, ce sont les examens médicaux et les photos de la scène de crime qui le révèlent. Évidemment qu'il y a une volonté de tuer à partir du moment où on tente de fracasser la tête de quelqu'un avec un objet contondant. Frédéric Guimelchin, avocat des parties civiles. On a supposé dans le dossier qu'il s'agissait d'une hache, d'une hachette. C'est parce qu'on veut s'en débarrasser. Pour les policiers, loin d'être l'acte d'un homme fou de colère, cette agression est celle d'un assassin bien organisé. L'hypothèse qui en ressort, c'est que Mainoir Twill, après donc l'avoir agressé, aurait foncé sur son vélo à la maison pour éventuellement se forger un alibi, c'est-à-dire dire j'ai rien à voir dans cette histoire, j'étais au fond de mon lit. La preuve en est, c'est que les fonctionnaires de police, lorsqu'ils sonneront, le retrouveront effectivement endormi ou à moitié endormi. Les policiers en sont convaincus. Ils tiennent leur agresseur. Ils ont des indices et des témoignages. Mais sans preuve matérielle formelle, ils espèrent que Mainoir Twill passera vite aux aveux. Il va être placé en cellule, en prison, et mis en examen pour la tentative d'assassinat de Nadia. Mainoir Twill va être entendu à plusieurs reprises et il va systématiquement réfuter toute responsabilité dans le cadre de cette procédure. Il va nier du début à la fin avoir quelque chose à faire avec cette affaire. Les enquêteurs ont déjà l'expérience du premier meurtre. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Ils savent qu'il n'avoue pas. Ils savent qu'il n'a jamais avoué. Donc, il faut absolument trouver un moyen de le coincer. Mais on n'a aucun élément matériel, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé les armes, on n'a pas retrouvé de sang, on n'a pas retrouvé cette fameuse veste kaki qu'on a cherchée partout et qui aurait été supposée contenir du sang. Il n'y avait pas de preuve matérielle de culpabilité. Pourtant, les policiers en sont sûrs, Mainoir Twill aurait bien un mobile. Une des clés de cette affaire, c'est le fait que sa femme, Nadia, ça faisait quelque temps maintenant qu'elle essayait de se libérée de l'emprise du mari, qu'elle avait même commencé une procédure de divorce. On va retrouver des papiers qu'elle avait cachés dans leur chambre commune, justifiant de cette démarche de divorce. Mais pour Mainoir, le divorce n'est pas une option envisageable. Je dis, écoute, à partir de maintenant, le divorce. Moi, je ne veux plus rester avec toi. Nadia Twill, victime. Il me dit, je suis chez moi, je reste, jusqu'à qu'elle a reçu la lettre de l'avocate. Et la seule raison pour laquelle il veut se débarrasser de son épouse, c'est qu'il doit quitter le domicile conjugal et qu'il ne veut pas partir. Pour les enquêteurs, un élément a joué un rôle essentiel dans ce drame. En plus de la menace de divorce, il y avait la perte financière pour Mainoir. Il était absolument certain à ce moment-là que le couple devait se quitter. Mais il restait une chose, les gains au loto. Ah ben Mainoir, l'argent c'est fondamental pour lui. C'est donc l'idée de devoir partager l'argent avec Nadia qui aurait fait de Mainoir un tueur pour la deuxième fois de sa vie. Quand je lui remets cette ordonnance de non-conciliation... Salim El Eitaremi, avocat de la défense. Il a fait une réflexion un peu inquiétante. Il m'explique que fait son jogging le long du canal de l'Ourcq, et que tous les matins, quand il voit cette eau, il a les idées noires. Il me dit, vous savez, de toute façon, moi, la prison, j'ai pas peur, j'ai déjà connu. Voilà. Je ne décèle pas en lui un potentiel criminel. Mais je me dis simplement que c'est un homme qui est déprimé et que le temps fera son œuvre et qu'il va accepter, il va finir par accepter les choses. Et malheureusement, je me suis trompé. Durant ces 3 années de détention provisoire, le suspect ne change pas de version. Il n'est pour rien, dit-il, dans l'agression de son épouse. Reste à en convaincre les jurés. Car Mainoir Twill est renvoyé aux assises pour tentative d'assassinat.
tout va se jouer sur la confrontation entre lui et Nadia, car l'un des deux ment. Début 2016, 3 ans après l'agression de Nadia, le procès commence dans une ambiance électrique. Les journalistes présents s'en souviennent encore. Déjà, ce qui marque, c'est que c'est un accusé atypique. Carole Sterlet, journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Parce qu'il a 69 ans, c'est quand même très très vieux pour le box des assises. Assez élancé, brun, visage émacié. Il va avoir cette espèce d'arrogance maîtrisée. Virginie Marquez, avocate des parties civiles. Qui le rend assez désagréable. On n'a pas en face de nous un type qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de croire. C'est comme si qu'il était fier. Et moi, j'avais peur, je tremblais. Sa femme a failli mourir en recevant des coups sur la tête et a été laissée pour morte dans sa flaque de sang. Et il n'a pas l'empathie qu'on attend d'un innocent. Les débats commencent mal pour Ménoir, car les juges rappellent qu'il a déjà été condamné pour un meurtre horrible. Il faut se mettre dans la tête de ces jurés qui découvrent qu'il a été condamné une première fois pour avoir tué un compagnon qu'il a gagné au loto et que là, il est jugé pour avoir voulu assassiner sa femme à coups de hache. Bon, effectivement, ça fait beaucoup. L'audience se poursuit et tout le monde attend la confrontation entre Ménoir et Nadia. Nadia, elle est là. C'est important parce que les victimes sont pas toujours là, surtout quand elles ont vécu des choses aussi terribles. Elle a l'air fragilisée quand même parce qu'elle pleure. Elle est marquée physiquement. On voit qu'elle a quand même une grande cicatrice qui lui barre le front. Voilà, elle va devoir revivre à nouveau ce qu'elle a vécu. Frédéric Guimelchin, avocat des parties civiles. On va lui poser des questions qui sont compliquées. À une femme qui a quand même passé 3 semaines dans le coma, dont la mémoire est pas au mieux maintenant. Nadia raconte à nouveau son agression, mais elle subit la contre-attaque de l'avocat de Ménoir qui tente de la déstabiliser. L'enjeu, il est considérable parce qu'en réalité... Frédéric Beaufils, avocat de la défense. Aucune preuve, scientifique, j'entends. En réalité, on a un dossier totalement vide d'un point de vue indice, preuve matérielle. Le procès semble basculer, car la défense essaie de faire passer Nadia, la victime, pour une femme machiavélique. La question qui va aussi se poser, c'est quel est l'intérêt de Nadia Twill d'accuser son époux. Une réponse toute simple, ce serait potentiellement de s'en débarrasser. Peut-être qu'effectivement, c'est un moyen plus simple pour elle que la procédure de divorce. Et finalement, qui profite aujourd'hui du gain au loto? C'est Nadia. Pourquoi je vais l'accuser? Nadia Twill, victime. C'est le père de mes enfants, je ne vais pas l'accuser comme ça. Je suis pas une folle. Il a couru derrière moi, il m'a suivi, il m'a frappé. Le procès touche à sa fin. L'avocate générale, Sylvie Pence, tente de reprendre la main. Lors de mon réquisitoire, j'avais extrait du dossier une photo du scalp de Nadia Twill en couleur, parce que les médecins avaient été obligés. Sylvie Pence, avocat général. De la raser pour la soigner, parce que c'était des coups extrêmement violents portés sur la tête. Des coups destinés à tuer. Il y a les photos de son visage, mutilé, boursouflé, méconnaissable. Carole Sterlet, journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Juste après l'agression, et ça, c'était particulièrement insoutenable au moment du procès. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement important pour les jurés qui soient éclairés sur l'extrême brutalité, l'extrême violence des coups qui avaient été portés à cette femme. Pour l'accusé, c'est quitte ou double, acquittement faute de preuves ou condamnation pour tentative d'assassinat. Le verdict tombe,
Ménoir Twill est condamné à 30 ans de réclusion pour tentative d'assassinat. Clamant toujours son innocence, il fait appel, mais lors du second procès, sa peine est aggravée. Ménoir finira par être condamné à perpétuité. Je crois qu'il est assommé par la décision, d'une part. Quand vous êtes condamné à l'âge de 70 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, il y a plus de chances que vous décédiez en détention que libre au fond de votre lit. Et c'est à Nadia, miraculée du crime, que revient le mot de la fin de cette incroyable affaire. Il m'a détruit ma vie, il a détruit les enfants, il a tout détruit. Moi, c'est juste à la fin de sa vie que je veux qu'il reste en prison. Parce qu'il mérite pas d'être dehors. Si je revenais en arrière, j'étais devant un monstre. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.